Nouvelle édition sur Africa Today. Bonsoir à tous et bienvenue. La Guinée s'achemine vers l'organisation des élections locales. C'est dans ce cadre qu'une rencontre de partage de plans opérationnels a regroupé ce samedi les acteurs du processus électoral en vue d'élaborer un chronogramme. Durant 3 jours donc, les réflexions devront porter sur les contraintes liées au cadre juridique, à la logistique ainsi qu'à la communication et sensibilisation des acteurs. Le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, qui a présidé cette rencontre, a demandé aux parties prenantes d'apporter leur contribution. Saloum Pandé. C'est face à l'illégitimité des représentants à la base que l'organisation des élections locales s'impose aujourd'hui avec acuité. C'est pour justement s'inscrire dans cette dynamique que la Commission électorale nationale indépendante a initié ce cadre de partage de plans opérationnels. Une rencontre qui, selon le président de l'organe électoral, doit inspirer la confiance entre les acteurs du processus. Le présent atelier qui regroupe ici même tous les acteurs majeurs du processus électoral s'inscrit dans le cadre du renforcement de la confiance et du raffermissement des relations de travail qui nous unissent pour la création d'un environnement électoral paisible et rassurant. Il n'y a certes pas d'élection parfaite, mais il y a des élections inclusives dont les résultats sont acceptés de tous. Le monde des élections se caractérise généralement par sa volatilité, son incertitude, sa complexité et son ambiguïté. Si ces dimensions ne sont pas traitées, analysées et partagées par tous, naturellement le doute, la méfiance et le manque de confiance s'installeront dans les relations entre l'OGE et ses partenaires. Et pour éviter des incompréhensions entre les acteurs, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation en appelle à une forte contribution des acteurs pour accoucher le chronogramme électoral. Chacun de vous y apporte sa contribution patriotique en tant que citoyen guinéen, sa contribution en tant qu'acteur engagé dans la recherche de la paix et de la cohabitation en Guinée. C'est aujourd'hui le challenge qui interpelle chacun de nous. Les Guinéens, au niveau des 4 régions naturelles, les Guinéens, toutes ethnies confondues aujourd'hui, les Guinéens, toutes obédiences politiques confondues, en appellent de tous leurs vœux à l'apaisement dans notre cher pays. Or, il y a un prix à payer pour la paix. C'est le respect des droits des uns et des autres. Au terme de cette rencontre, les parties prenantes devront produire un chronogramme devant permettre aux citoyens de librement choisir leurs représentants pour une bonne gouvernance à la base. C'était plutôt un compte rendu signé Daouda Mohamed Kamara. L'atelier de formation sur les techniques de communication en public en faveur des femmes du comité de plaidoyer a pris fin ce vendredi à Conakry. 3 jours auront permis à ces femmes d'être outillées pour mieux se préparer face à leur bon positionnement sur les listes de candidature en prélude aux élections locales. Les détails de Djanka Sissé. Elles sont au total 35 femmes, dont 14 venues de l'intérieur du pays, à prendre part à cet atelier de formation initié par le NDI. Le choix porté sur ces femmes qui désormais doivent être aptes à concurrencer les hommes en matière de communication en public, communication politique et multimédia n'est pas fortuit. Dans le monde entier, le NDI travaille. La plupart, là où on a des agences, on travaille avec les femmes, surtout les femmes des partis politiques, parce qu'on a constaté que les femmes des partis politiques sont laissées un peu en marge par rapport aux femmes de la société civile. Chaque fois qu'il y a des formations, elles ne sont pas là. Et ce n'est pas n'importe quelle femme qui ose militer dans un parti politique, la société civile. Tout le monde sait que là-bas, il y a l'argent au sein des partis politiques, il n'y a rien. Et elles n'ont pas de formation. Souvent, quand il s'agit de renforcer les capacités des femmes, on prend toujours les femmes de la société civile et on néglige un peu le côté des partis politiques. Cette formation sera sans nul doute en plus sur leurs connaissances déjà acquises, mais pourra également être leur meilleure arme pour mieux charmer les électeurs, estime le formateur et expert en communication Daniel Lausson-Draké. La communication n'est pas facile, surtout pour les femmes des partis politiques. Et nous sommes dans des pays où actuellement on ne voit pas beaucoup de femmes dans les sphères politiques. Donc comment mobiliser ces femmes-là
pour qu'elles se présentent massivement lors des élections prochaines. Donc elles doivent comprendre les techniques de communication pour pouvoir parler en public, pour pouvoir discuter et gérer des réunions. Nous avions parlé également de l'animation politique. Toutes ces communications nous ont permis d'échanger, de partager des expériences qui vont leur permettre d'être plus à l'aise lorsqu'elles seront devant leurs électeurs et devant les potentiels électeurs. Les participantes, elles, se félicitent et disent être prêtes pour la mise en application des connaissances acquises durant ces 3 jours d'échange. Aujourd'hui, nous sommes outillés et nous savons comment est-ce qu'il faut communiquer pour revendiquer nos droits au sein de nos structures respectives et en plus, comment nous comporter en face des médias et nous prenons l'engagement pour restituer ce qu'on a appris aujourd'hui au sein de nos structures respectives. C'est une déclaration du comité de plaidoyer pour l'inscription et le bon positionnement des femmes sur les listes de candidatures qui a mis fin à ces 3 jours de formation. Fin ce vendredi à Koya de la mission des hauts responsables de plan international dans le pays. Cette délégation a profité de l'occasion pour visiter le centre d'écoute, de conseil et d'orientation des jeunes de la dite préfecture et le groupement villageois d'épargne de crédit Limania dans la commune rurale de Wankifon qui ont bénéficié de l'appui de l'organisation. La directrice des opérations de plan international se dit satisfaite des progrès enregistrés. Les explications de Bamamadou Alpha. La préfecture d'Ikoya a constitué la dernière étape de la visite de la mission de plan international en Guinée. Cette délégation a eu des échanges avec les autorités de la dite préfecture et celles de la région administrative de Kindia. Madame la gouverneure a remercié d'ailleurs ces bailleurs de fonds qui accompagnent la Guinée dans son processus de développement. C'est un devoir pour nous vraiment de vous recevoir, de vous encourager. Parce que tout ce que vous faites, c'est le devoir de l'État. C'est nous qui devons le faire, ce sont nos enfants. Mais si nous avons des partenaires qui nous appuient, on ne peut que vous encourager. Ce que nous faisons pour vous faciliter le travail sur le terrain, c'est vraiment un devoir. Les émissaires de plan international se sont entretenus aussi avec les responsables du centre d'écoute, de conseil et d'orientation des jeunes d'Ikoya. Ce centre d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers regroupe une trentaine de femmes et filles. Le chef du centre, Candace Kondé, revient sur la qualité des relations qui existent entre cette institution et sa structure. Nous disons un grand merci parce que grâce à Plan, nous avons eu la porte ouverte avec d'autres partenaires aussi. Parce que ce plan nous a formé, nous a permis quand même d'être très crédibles aux yeux des autres partenaires aussi. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la collaboration avec lui, nous parlons de la collaboration avec INFI parce que le plan nous a mis d'avoir de la valeur. Dans la commune rurale de Wankifon, un groupement villageois d'épargne a vu aussi jour grâce à l'appui technique et logistique de Plan Guinée. Les bénéfices générés par ce groupement émerveillent la directrice des opérations de Plan international. Je suis très inspirée par tout ce que j'ai vu, la quantité de potentiel qu'il y a ici dans ce pays. Et ce que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est à quel point c'est apprécié, comment les gens vraiment font le plus avec cette opportunité qu'ils ont avec nous. Alors on est très contents et on veut faire beaucoup plus avec notre nouvelle stratégie globale, 100 millions de raisons. A rappelé que Plan Guinée a posé ses valises dans la préfecture de Koya en 2013 et depuis son installation, cette organisation s'illustre dans plusieurs domaines de développement à travers des projets d'investissement dans cette localité. Le Mali, un pays frère et ami à la Guinée, a fait son entrée hier vendredi dans l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. À cette occasion donc, les éditeurs maliens ont apporté un lot de livres pour encourager la lecture. Parmi ces ouvrages, il y a Komantion, Wali Sané, 3 trônes pour une princesse et Kouyaté, La force du serment. Ces 2 œuvres ont été succinctement présentées par leurs auteurs à Salom Kondé. Ces 2 ouvrages explorent tous l'histoire du peuple mandingue. Le premier retrace la bravoure de la maman de Alpha Yaya Diallo, le dernier roi du Fouta Diallo. Donc voilà une grande dame, une femme généreuse, une femme dont le destin a conduit à aller rester auprès des gens qui ne parlaient même pas sa langue.
elle est mandingue, elle est du haut mandingue. Et beaucoup de gens n'avaient pas pensé que Alpha Yaya Diallo, le grand roi qui est de l'abbé, était de mère mandingue. Et j'ai voulu écrire parce qu'il faut rendre justice et dire aux gens que c'est dans le milieu des écrivains de Guinée qu'on a entendu dire que la Guinée est une famille. Et c'est vrai. Le second est une rétrospective de l'histoire des noms dans le pays mandingue. Et pour s'y prendre, l'auteur a mis en exergue l'oralité en donnant la force à la parole des griots. C'est quand même quelque chose que nous avons en partage. Hein? La culture mandingue, la civilisation mandingue, hein? Les noms patronymes mandingues, hein? Qu'on appelle ça, les pays mandingues en général. Vraiment, nous avons tenu à mettre en avant ce livre qui est Kouyaté, la force du serment aux origines du griot mandingue. Parlant des productions littéraires apportées par les éditeurs maliens, le président des écrivains de Guinée n'a pas manqué d'exprimer que ce geste peut amener les écrivains des deux pays à se connaître. Ce soir, donc, nous nous sentons non seulement très honorés de recevoir nos frères et amis du Mali, mais très fiers aussi. Et comme je l'ai dit, et comme vous venez de le voir, ils ne sont pas venus les mêmes vides. Ils sont venus avec les livres qu'ils ont produits en Guinée par leur maison d'édition, par leurs écrivains les plus connus. Cela, c'est pour que les écrivains maliens et les écrivains guinéens puissent se connaître à travers leurs œuvres par des échanges de cette nature. Après avoir reçu ces ouvrages, les écrivains de Guinée comptent en donner autant pour faire découvrir aux Maliens la littérature guinéenne. Les orphelinats guinéens décident de s'unir pour former une structure unique de coordination générale de toutes les activités en faveur des orphelins et enfants démunis. L'annonce a été faite ce samedi à l'issue d'une rencontre tenue à Ratoma dans la commune du même nom. Et d'ailleurs, un bureau exécutif a été mis sur pied. Compte rendu Aïssata Fofana. Je m'engage solennellement à ce poste car vraiment, nous voyons combien de fois les orphelinats sont un peu en déficit de soutien. C'est en 1 minute chrono que les candidats issus des différents orphelinats de la capitale ont tenté de convaincre l'assistance pour faire partie de la coalition des orphelinats de Guinée et partenaires affiliés. Une élection à main levée qui a permis d'élire 16 aspirants. Il y avait 17 postes à pouvoir, 16 postes ont été meublés, un poste est resté. Et puisqu'il n'y avait pas de candidature, j'ai demandé à ce que le poste, puisqu'ils ont parlé de l'intérieur, que ce poste soit amené à encourager ceux de l'intérieur qui ont des orphelinats. Cette nouvelle structure, appelée Kogipa, est née de la fédération de plusieurs orphelinats. Elle a été créée pour répondre aux besoins de coordination des actions sur le terrain, sur l'ensemble du territoire national. Et pour y arriver, le tout nouveau président entend faire face aux priorités. Nos priorités, c'est surtout chercher à identifier et avoir la vérité dans cette identification de tous les centres d'accueil du pays. Parce que notre crédibilité dans nos rapports avec l'État, avec nos partenaires, en dépend de cette bonne identification. Et c'est à partir de là que toute perspective peut être projetée. Il en va de même pour le premier secrétaire à la formation et au projet, ainsi que pour le secrétaire à la logistique, qui eux aussi promettent de se battre davantage pour la cause de ces couches vulnérables. Nous allons passer à la réinsertion des enfants qui sont dans les rues, parce qu'il y a des enfants qui sont dans la rue, qui n'ont pas de métier, qui n'ont rien à faire, qui sont à l'abandon. Mais déjà, nous allons les réinsérer dans les centres d'accueil, afin qu'ils puissent avoir un avenir meilleur. Tout chose qui débat pour les enfants, donc c'est, même si c'est quoi, donc nous allons battre pour les enfants de la Guinée, quoi, des enfants déshérités, des enfants de la rue, des enfants abandonnés, enfants ignorés, enfants orphelins. À l'issue donc de la mise en place de ce bureau exécutif, le président de la Kogipa lance un appel aux autres structures non adhérentes de se joindre à la coalition des orphelinats de Guinée et partenaires affiliés. God is Great, Dieu est grand, c'est le titre du nouvel album de l'artiste Abraham Singa.
Sa sortie est prévue le dimanche 24 septembre 2017 au Palais du Peuple. Le manager de l'artiste Reggaeman l'a dit vendredi à Conakry devant la presse. Composé de 10 titres, l'album peint les conditions de vie actuelles des jeunes Guinéens. Diao Bachir. La sortie attendue de l'artiste reggaeman Abraham Singer vient donc agrandir le cercle des jeunes talents prometteurs de cette tendance musicale. 15 mois de labeur auront été nécessaires pour finaliser cet album de 10 titres. Et on a fait un album purement reggae à dimension internationale. La première base a été faite à Conakry ici et le reste on a exporté vers le Sénégal pour le mix et le mastering. Et c'est un album, comme je vous ai dit, a été cuisiné dans les normes de l'art. C'est un album à dimension internationale et l'artiste s'est donné à fond et toute la structure, tous les éléments qui sont autour de la structure, vu l'image de l'artiste et l'image de la nouvelle maison Échelon, on a fait un travail colossal et à la dimension de la musique reggae. Selon le directeur des productions, toutes les dispositions sont déjà prises pour que l'événement se passe à merveille. Côté sono, c'est quelque chose qu'on n'a pas minimisé. On a mis assez de moyens ce côté. Et côté sécurité aussi, on a la gendarmerie, on a la police et on a des vigiles. Je viens même de quitter le palais. Ils ont des nouvelles dispositions qu'ils ont prises et on a répondu à tous les critères qu'ils nous ont imposés pour qu'il y ait une bonne organisation. Et toutes les conditions sont remplies pour qu'il y ait un événement de taille le 24 au Palais du Peuple, Inch'Allah. Le titre de l'album Good is Great, Dieu est grand, retrace d'une certaine façon aussi la vie de l'artiste en tant que jeune Guinéen. Pour la nouvelle génération, comment la jeunesse souffre ici, notre condition de vie est précaire, donc l'État est là pour nous diviser, tout ça quoi, et beaucoup de conseils aussi pour la nouvelle génération, les amis. Yeah. Pour Abraham Singer, la réussite de cet album est le fruit d'une longue traversée mouvementée. J'ai commencé l'album depuis 2013 et j'ai vu beaucoup de choses et j'ai traversé beaucoup de choses aussi, tu vois, des étapes difficiles avec des différents producteurs. Yeah, ça m'a donné beaucoup d'expérience quoi. Et il y a des gens qui disaient mais Abraham Singer ne va pas sortir son album. Il y a d'autres qui disent qu'il n'est pas prêt. Yeah, tu vois, c'est tout ça qui m'a donné l'inspiration de donner le nom de l'album God is Great. Yeah, c'est Dieu qui est grand. Rendez-vous donc le dimanche 24 septembre 2017 au Palais du Peuple. La Fédération guinéenne de boules et pétanque a animé une conférence de presse ce samedi à Conakry. Objectif, expliquer aux journalistes les difficultés auxquelles la structure reste confrontée. Mais cette rencontre a très vite changé de programme par les manifestants en colère contre les responsables de la dite institution. Pour cause, ces pratiquants disent être gérés par un bureau illégitime et incapables de faire face à leurs préoccupations. Moussa Sefa Kamara. C'est après plusieurs échanges entre les manifestants et les membres de la Fédération de boules et pétanque que les deux camps ont accepté de mettre sur table pour débat les problèmes qui assaillent leur association. Seulement, les représentants de la commission de réforme de boules et pétanque se sont montrés les dents contre vents et marées pour le départ de l'équipe d'Ibrahima Sori Touré Alain. Mokhtar Kalissa est l'un des grognons. La preuve, cette fédération a toujours fait voyager leurs copines. C'est-à-dire chaque membre en allant dans un voyage, ils se font accompagner par leurs copines, leurs enfants. Ou en plus encore, ce qui était plus dommage, ils prenaient les commerçants à la place des sportifs. Ce voyage qu'ils ont eu à faire, c'était un voyage de 263 millions, où deux équipes devraient y aller, dans deux pays différents. C'est seulement les membres de la fédération qui ont eu l'audace de faire ce voyage. Et quand ils sont partis, eux-mêmes, ils ont joué à la place des pratiquants. Face à toutes ces pratiques qui n'honoraient pas l'association, ce membre de la commission de réforme des structures de boules et pétanque demande un changement de comportement. Ils sont obligés, cette fois-ci, de changer ou qu'on arrête. Si ce sport ne satisfait personne, alors que tout le monde se désengage. Si ce sport ne peut pas aller de l'avant, de par leur combat, qu'ils démissionnent. La Guinée n'est pas eux seuls. Ils ont beaucoup fait. Il ne faut pas bien faire jusqu'à mal faire. Je pense que celui qui fait du bien aimerait finir bien.
Les raisons de la colère des jeunes pratiquants n'échappent pas aussi au secrétaire général de la Fédération guinéenne de boules et pétanques de Guinée. Dans tous nos comptes rendus, nous faisons état de cette illégalité dans laquelle nous vivons. Parce que notre mandat est échu depuis 2011, fin 2011. Nous leur avons fait une requête pour financer cette Assemblée générale qui est souvent concomitante à l'organisation du championnat de Guinée. Cette institution est de nos jours dans une situation très critique et si les autorités sportives n'interviennent pas, les choses risquent d'empirer. Au Cameroun, les anglophones représentent environ 20% de la population. Certains d'entre eux réclament la partition du pays. Des dizaines de milliers de Camerounais ont manifesté dans plusieurs localités du nord-ouest pour exiger aussi la libération de tous les pro-indépendantistes arrêtés récemment. Suivez. Un seul étendard pour ces manifestants, liberté et indépendance, en bleu et blanc, les couleurs symboles du drapeau de la minorité anglophone qui rêve de s'affranchir de Yaoundé. Cela fait 56 ans qu'on souffre. Pas 56 jours, 56 ans. C'est une situation dont la zone anglophone ne peut même pas parler librement et publiquement. Regardez-moi, je suis étudiant et je ne peux même pas aller à l'université. J'ai décidé de changer le système, on n'a pas de travail. L'exaspération des anglophones est immense, leur détermination sans faille à la mesure de leur sentiment d'abandon. Le gouvernement doit se calmer, vraiment. Il doit calmer le jeu. Il ne devrait pas croire qu'il est tout puissant. Et de toute façon, si le gouvernement ne veut pas négocier, nous allons rester mobilisés. Je suis désolé. Le président Paul Biya a joué la carte de l'apaisement en milieu de semaine. Il a décrété l'arrêt des poursuites judiciaires pour terrorisme et rébellion contre les dirigeants de la minorité anglophone. Mais les manifestants réclament toujours la libération de la trentaine d'indépendantistes restés en prison, et cela malgré la vague de libération du mois dernier. Le bilan continue de s'alourdir dans les Caraïbes après le passage de l'ouragan Maria avec au moins 33 morts dont 13 à Porto Rico. Porto Rico où plus de 70 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer après la rupture d'un barrage. Regardez. Plus 1 mètre carré de terre vue du ciel. La petite ville de Catano, au nord-ouest de la capitale San Juan, est sous les eaux. La partie immergée montre des maisons brinque-ballantes, dépenaillées par le passage de l'ouragan Maria. Plus d'électricité, un réseau de télécommunications quasiment détruit, les habitants survivent alors que les pluies diluviennes continuent de noircir le tableau. La priorité, c'est l'eau, la nourriture, des couvertures, des bâches. Il y a beaucoup de dégâts partout sur l'île. Beaucoup d'endroits dévastés, beaucoup de zones inondées. Il faut travailler ensemble. S'armer de courage pour surmonter la douloureuse loi des éléments. Presque un sacerdoce dans un contexte où les mauvaises nouvelles ne cessent d'éteindre les lueurs d'espoir. Il y a quelques heures, le barrage de Guarataca, qui trônait encore fièrement dans le nord-ouest de l'île, a cédé sous le poids de la brusque montée des eaux. Une situation extrêmement dangereuse car désormais c'est toute la vallée qui est inondée. Un peu plus tôt, le gouverneur Ricardo Rossello avait demandé sur Twitter aux forces de l'ordre d'évacuer les 70 000 personnes de la zone. Et alors que les autorités ne parlaient que d'un mort après le passage de Maria, le bilan est subitement passé à 13, un bilan préliminaire car beaucoup de parties de l'île sont encore sans communication. Au Brésil, de véritables scènes de guerre dans la plus grande favela de Rio. 1000 soldats et des véhicules blindés ont dû intervenir vendredi soir pour séparer deux bandes rivales de trafiquants de drogue. Suivez. Cela n'a rien d'un exercice. Ces soldats brésiliens pénètrent au cœur de Rocinha, la plus grande favela de Rio. Ici, la guerre des gangs fait rage et c'est l'armée qui vient à la rescousse, à la stupéfaction de certains habitants. J'habite ici depuis que je suis née. Ça fait 23 ans et je n'ai jamais vu ça.
J'ai vu d'autres conflits, d'autres opérations, d'autres guerres de factions. Mais l'armée qui rentre dans la favela, ça, c'est la première fois. C'est pas la solution. Non, il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Au moins les commerces restent ouverts. Ça ne va pas s'arrêter tout ça. C'est impossible de tuer le virus. C'est comme le cancer. Personne n'arrive à bout du cancer. Depuis une semaine, les 70 000 habitants de Rocinha vivent un enfer au milieu des fusillades. Deux groupes criminels se disputent le monopole du trafic de drogue. L'intervention de la police ne suffit pas, elle devient même la cible des affrontements. Un commissariat a été attaqué. Face à la flambée de violence qui sévit dans ce dédale de rue, perché sur les hauteurs boisées de la ville, l'armée emploie les grands moyens. Jusqu'à 10 000 de nos hommes pourraient entrer en action, comme nous l'avons fait lors d'une première opération. Pour l'instant, dans l'urgence, nous avons mobilisé la police militaire, 700 hommes. Un bataillon de police militaire est en route. Si nécessaire, d'autres suivront. Avec au total 1 millier de soldats déployés, l'armée brésilienne se pose en rempart à la criminalité. En l'espace de 5 mois, Rocinha a connu plus de 2300 meurtres, soit 11% de plus. Et c'est la fin de ce journal à tous. Merci de la fidélité. Agréable soirée où que vous soyez.